Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Il y a plusieurs personnes dans votre tête, non? Merci d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Il va se passer encore beaucoup de choses dans l'heure qui arrive. Dans quelques minutes, la violoniste Esther Abrami va nous rejoindre et va jouer en direct dans ce studio. Ça va être absolument magnifique. Olivier Benkemoun est déjà là. Salut Olivier. Ça sera magnifique. Et dans quelques minutes, il va nous parler cinéma. Et en général, quand il parle cinéma, ça nous met les poils. Bah oui. Mais surtout le corps. Pas Vraiment. autant que lui, mais ça nous met les poils. Partout. On a tous les poils Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes gentil? Non, mais regardez vous avec aime, votre voix. vous aime, Écoutez, bien sûr. vous êtes le Barry White C'est du très joli journalisme. ce petit nubuck là que vous nous proposez ce matin là. Il a une petite veste à voir sur C'est du Europe 1 velours, TV. non? Retourné, non? C'est quoi? C'est une bête retournée, je Peau pense. de bête, hein, C'est une une peau de bête. bête. Je sais pas quelle Ça bête. donne envie de faire un feu de bois avec vous. Calmez-vous, Des chamallows. calmez-vous. Mais Le d'abord, soleil. je suis très heureux d'accueillir ici une femme au destin hors norme, ancienne chanteuse, danseuse, mannequin, devenue la maquilleuse de la Maison Blanche. Des présidents, des premières dames et leurs conseillers sont passés sous ses pinceaux et se sont confiés à elle. Bonjour Audrey Lefebvre. Bonjour à tous, merci de me recevoir Thomas. Merci d'être là, surtout pour nous parler de votre livre, La Confidente. Alors je n'ai que les épreuves, parce que je l'ai eu un peu en avance, mais il y a une vraie couverture bien. pour ce livre, où vous racontez alors votre parcours complètement fou, depuis la Normandie, vous arrivez à Washington en 2013, vous suivez à l'époque votre mari, qui est un champion olympique de natation, recruté par l'équipe américaine, et vous quittez tout avec votre fille sous le bras pour commencer une nouvelle vie, alors que vous ne parlez pas un mot d'anglais. Rien du tout. Pourquoi vous allez aux États-Unis au départ? C'est vraiment juste pour votre mari? Oui, et puis pour mes enfants aussi. Ah oui. Qu'ils puissent avoir la double culture, double nationalité, la langue. Je voulais qu'ils s'ouvrent un peu plus sur le monde. Ouais, Donc on part. Donc moi, à la base, c'est un projet familial, c'est ça. les États-Unis. Et vous vous retrouvez à 31 ans, donc femme au foyer, complètement en décalage avec l'idée du rêve américain que vous aviez en tête? C'est pas du tout un rêve américain. Hein. Ouais. C'était vraiment projet familial pour mes enfants. Et puis on verra bien ce qui se passe là-bas. Ouais. Mais il y a une idée qui dort en vous depuis longtemps, depuis vos années de mannequin. Vous voulez maquiller. Oui. Parce que vous vous souvenez d'une expérience où une maquilleuse a su exactement comment faire pour vous donner confiance en vous. Ça vous avait fait beaucoup de bien. C'est ça qui vous donne au départ cette Oui, envie. c'est ça. Je me dis, mais si à moi, ça m'a procuré ce bien-être et que j'ai pu aller produire ce que j'avais besoin de produire à ce moment-là pour ce photoshoot, je me dis, mais je peux le faire aussi pour les autres. Ouais. Et c'est cette volonté que j'avais envie de servir l'autre. Et alors, vous allez suivre une formation, d'abord en France, puis ensuite aux États-Unis. Et c'est justement parce que vous ne maquillez pas comme les Américains, lors de votre premier entretien d'embauche, que vous allez séduire la patronne. Bah, je prends un risque quand même. Pourquoi? Parce que les Américains, ils maquillent, ils chargent plus, c'est ça? Elle charge plus, et puis je vois bien qu'elle est très américaine, qu'elle a un certain style de couleur, et je me dis, bon, bah, je vais changer, je vais faire ce que je sais faire, avec les couleurs qui me semblent justes pour elle, puis on verra bien. Ouais. Mais alors c'est dans Ça a une marché. autre, et ça a marché sur ce coup-là, mais c'est dans une autre entreprise ensuite que là votre vie va vraiment prendre un nouveau tournant, une entreprise qui s'appelle Glam Squad, c'est une sorte de Uber du maquillage, De luxe. et de la coiffure, de luxe. De luxe. Oui, c'est bien de le préciser quand même. Et un jour, Audrey Lefebvre, on vous envoie une adresse, et à votre arrivée, vous vous rendez compte qu'en fait il s'agit de la Blair House, la résidence officielle du président des États-Unis. Et vous vous retrouvez avec Donald Trump, avec sa femme Melania et tout le clan Trump. Oui, mais moi je ne sais rien de tout ça. Je suis complètement surprise. Je m'attends pas. Moi je me dis, mon objectif, c'est d'avoir un maximum de clients. C'est vrai que cette investiture, quand on m'annonce que je fais partie de l'équipe, je me dis super. C'est à la veille de l'investiture là, c'est ça? On est à la veille et je me dis je vais avoir un maximum de clients, je vais me connecter à plein de gens et je vais pouvoir augmenter mes revenus. C'était que mon objectif. C'était ça l'idée. Et quand j'arrive dans cette Blair House, donc qui est une maison d'État, c'est là où sont reçus tous les chefs d'État, les princes, les rois, les reines. Macron va là-bas, avec toute sa famille. Et quand j'ouvre la porte, je me rends compte qu'en fait non, c'est la famille Trump qui est là et je prends un petit coup quand même. Et c'est quoi vos premières impressions justement quand vous les rencontrez? Je vois une famille qui est hors caméra. Donc forcément, on n'a plus cette posture, on n'a plus ce contrôle sur qui on est dans la société. On est juste en famille. On est soi-même. On est soi-même. Il se restaure. Je vois Donald Trump qui joue avec ses petits-enfants. Je vois quelqu'un de souriant. Alors je sais que ça fait sauter les gens au plafond. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je vois qu'il est à l'écoute de ses petits-enfants.
Aimable. Comme un grand-père, c'est ça qui est surprenant. Puis je les vois interagir entre eux comme une famille normale. Ouais. Alors que c'est vrai qu'ils sont un petit peu aseptisés quand ils sont... Ils sont très américains. Très Ah oui. américains, très dans le contrôle, mais en même temps, j'ai compris avec cette famille pourquoi il y avait ça aussi. C'est une forme de protection. Faut comprendre que cette famille, elle est scrutée Permanence, en bien sûr. permanence de A à Z. Et C'est alors, très Je difficile. précise quand même à nos auditeurs que Donald Trump, il a sa propre maquilleuse, Oui. donc vous n'êtes pas responsable de ce teint Absolument orangé très c'est particulier. formidable. Très Roland Garros, quoi, finalement. C'est Non, mais terracotta, quoi. c'est marrant Ça parce que s'explique. il Il y a une explication à ça, à cette couleur. oui, il y a une explication. Le monde mais- entier veut savoir. Ça fait- Non, je l'ai déjà dit plein de fois. Et puis c'est marrant parce qu'il n'y a qu'en Europe que ça intéresse. Les Américains ne s'intéressent pas du tout à, Et ils le à trouvent ce pas teint. citrouille. Ça leur Non, paraît normal. et pour être honnête, pour l'avoir vu de près et très proche, c'est pas si orange que ça. C'est pas Ah si oui, orange que ça. non. Ah, c'est le réglage de nos Je téléviseurs. alors. pense que c'est oui, un Il petit prend peu mal la exagéré. lumière, quoi. C'est ça, il prend mal la lumière et ça vire à l'orange. Non, mais Il charge un peu quand même, parce qu'il a une peau très blanche. il a une peau très Ouais. blanche, Ah et il oui, a c'est beaucoup ça. de problèmes de peau, il a Ouais. des rougeurs, donc c'est pas très élégant, c'est pas donc voilà, bon, il a peut-être choisi ce côté voilà, un Allez. petit peu terreux, Terracotta. terracotta. Roland Garros, vous avez dit Bien sûr. Roland Garros. Et alors ce jour-là, vous allez maquiller son fils, Ouais. Donald Trump Jr. et son épouse aussi. Et l'attitude de Donald Trump Jr., ça va un peu vous surprendre, son détachement. Quoi. Oui, c'est le détachement. Alors qu'il regarde CNN, donc évidemment, ils sont en train d'invectiver son père en long, en large et en travers. Et je le vois comme s'il regardait un film. Absolument pas d'émotion par rapport à ce qui est dit sur son père. Mais je pense qu'en plus, ils ont tellement l'habitude. Oui, c'est ça, ils sont rodés. Mais c'est vrai que ça m'a surprise parce que bon, les médias américains sont quand même extrêmement violents. Mais lui, il mange ses pop-corn et c'est pas très important en fait à ce moment-là. Et pour vous, maquiller ces gens si importants, vous retrouvez si proches d'eux, et vous êtes en quelque sorte dans leur intimité, ça doit avoir quelque chose d'assez impressionnant, non ? Alors oui et non. Moi, je le comprends aujourd'hui, mais c'est vrai que je suis tellement dans mon travail et je reviens toujours à l'essentiel dans mon travail. C'est pourquoi je suis là. Je suis là pour servir quelqu'un, pour que lui soit au meilleur de sa performance, de ses possibilités. Donc je me concentre vraiment là-dessus. Je Ouais. pense pas à l'événement et tant mieux parce que je pense que si on pense trop à l'événement, On tremble. on tremble, C'est pas on bon pour le s'écroule et pinceau. c'est pas bon pour la réputation. Et alors, vous allez nous raconter aussi, parce que dans ce livre, la confidente Audrey Lefebvre, vous racontez aussi avoir rencontré Joe Biden, rencontré les Clinton aussi, maquillé Bill Clinton lui-même. On a envie d'avoir les coulisses de ces rencontres. On va en parler dans un instant. Et puis, il y a la violoniste aussi, Esther Abrami, qui va nous rejoindre tout de suite. Elle a aussi un parcours formidable. Et elle le raconte dans un livre qui s'appelle « La musique est aussi une affaire de femmes ». À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, et Audrey Lefebvre, je vous présente une autre femme qui brille par son talent avec plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux et plus de 300 millions d'écoutes partout dans le monde. La violoniste Esther Abrami. Bonjour Esther. Bonjour. Et merci d'être là pour nous présenter un livre. La musique est aussi une affaire de femmes. Et puis votre album Women, dont vous allez nous interpréter un extrait tout à l'heure. On a hâte, on a entendu quelques notes là pendant la pub. C'est très prometteur. Esther Abrami, vous avez 30 ans. Pas encore. Vous n'avez pas encore 30 ans? 29 ans, attends. 29 ans. Non, C'est ça c'est quand votre anniversaire? En octobre. En octobre, d'accord. Ah oui, 29 ans et bientôt et demi. C'est ça. Vous avez découvert le violon à 3 ans et à 9 ans, vous dites à votre maman, plus tard, je serai violoniste. Mais alors la route, elle n'a pas été facile. Après, déjà, vous dites dans votre livre que vous êtes comme marqué au fer rouge par votre violon. Et ça, on le réalise pas toujours. Esther Abrami, vous avez vraiment 3 empreintes sur votre corps. Ah ouais. Là, Sur là, l'épaule. et là, ouais. Au niveau de la clavicule, sur l'épaule, et puis sous le menton. Mais ça va plus Sous jamais le menton. partir? Non, à moins que je m'arrête vraiment de jouer pendant des années, quoi. Mais sinon, ça part pas. Ouais. Et c'est vrai que c'est une marque enfin, tous les violonistes professionnels vont avoir cette Donc ça, marque-là. ouais. Et c'est vrai qu'en plus, comme je joue sans coussin ou sans quoi que ce soit pour protéger, c'est vrai que ça marque pas mal. C'est pas douloureux, mais c'est voilà. Mais on se rend compte en fait que le violon, c'est comme enfin, au niveau dans lequel vous le pratiquez, c'est comme un sport de haut niveau en fait. Totalement ça, c'est totalement ça, et c'est tous les jours, et c'est une pratique régulière, même au bout de 15 ans, ça fait 15 ans que je joue du violon,
Et si je m'arrête de jouer pendant une semaine, mais c'est voilà, on l'entend tout de suite, quoi. Donc c'est très sportif. On dirait pas comme ça, mais c'est fou. Et alors à 14 ans, après votre diplôme du conservatoire d'Aix-en-Provence, vous partez étudier le violon à Manchester, puis vous entrez à la Royal School of Music de Londres et enfin au Conservatoire Royal de Birmingham. Vous êtes une élève brillante, mais alors vous évoluez dans un milieu où les femmes ont encore du mal à se faire respecter. Vous racontez dans votre livre le sexisme que vous avez subi. Par exemple, vous avez un prof qui vous appelait Barbie. Oui, effectivement, j'ai eu un surnom de Barbie parce que lors d'une masterclass, il m'a posé la question de l'histoire d'un morceau que je ne connaissais pas. Et donc, dans toute la classe, il a dit t'es comme Barbie, t'es jolie, mais t'as pas de cervelle. Et voilà, c'est resté le surnom et ça m'a beaucoup blessée. Et donc, effectivement, voilà, je l'ai dit parce que c'est vrai et j'en parle dans mon livre, il y a, dans le milieu du classique, c'est un milieu qui est très compétitif, c'est un milieu qui peut être très dur et où il y a beaucoup d'humiliation entre profs et élèves et c'est quelque chose qui, je pense, est quand même assez grave. Et même des femmes, des professeurs femmes, vous font des remarques aussi sur votre physique, bien sans sûr. problème. Mais c'est vrai que et de manière générale, je pense qu'il faut pas confondre le fait d'être sévère, le fait d'être strict pour arriver à un certain niveau, à une sorte de perfection, versus le fait d'humilier ou de dégoûter en fait des gens. Et moi aujourd'hui j'ai quand même beaucoup de jeunes d'enfants qui viennent me dire que c'est dur, qui sont qui sont écœurés. Et c'est pour ça que je le dis dans mon livre. Je dis en fait il faut extrêmement bien choisir le prof parce que il y a des parents qui me disent il l'a arrêté parce que ça allait pas. Et la plupart du temps c'est à cause du professeur. Ouais. Et alors, vous parlez aussi de ce que vous avez constaté pendant vos études, Esther Abrami. On ne vous parle pas de l'importance des femmes, des compositrices, des chefs d'orchestre dans l'histoire de la musique, chefs d'orchestre. Vous avez longtemps cru d'ailleurs qu'il n'y avait pas de femmes du tout dans l'histoire de la musique. Exactement, parce que c'est pas, on n'en parle pas du tout. C'est comme si elles n'existaient pas. Et moi, c'est seulement, effectivement, il y a quelques années que j'ai réalisé qu'elles avaient existé. Mais sinon, pas une seule fois, on m'a parlé d'une femme qui écrivait de la musique. Et je le dis. Quand je joue en concert et justement j'en parle et je dis mais en fait je ne savais même pas que voilà je me suis posé cette question, est-ce que les femmes elles ont déjà écrit de la musique? Et ça c'est quelque chose je me suis posé tout récemment, ce qui est fou parce que je pense que c'est hyper important d'avoir des modèles quand même quand on est jeune, quand on est une petite fille et je lui dis en fait quand on étudie la vie de Jean-Sébastien Bach quand on est une petite fille et qu'on regarde son portrait, on a du mal à s'identifier. On a du mal à se dire ça va être moi plus tard. Oui, ça je peux comprendre, effectivement. Alors que si, justement, on étudie la vie de femmes, et moi, les femmes que j'ai choisies dans mon livre et les compositrices, c'est justement des femmes qui ont eu des vies, je trouve, extrêmement inspirantes et qui se sont battues. Et si on m'avait raconté des histoires quand j'étais petite fille, je pense que ça m'aurait donné envie de composer beaucoup plus tôt. Et c'est génial de se dire qu'aujourd'hui, il y a plein de petites filles qui vous regardent en se disant je voudrais être Esther Abrami. Mais elles sont là, en plus, elles viennent à mes concerts. De plus en plus, j'ai des ribambelles de petites filles, ça me fait tellement plaisir qui viennent, qui me disent qu'elles apprennent le violon. Je signe souvent des violons même. Et c'est aussi pour ça que vous avez voulu faire cet album Women avec uniquement des compositrices et puis écrire ce livre. Vous auriez pu faire une carrière de soliste assez classique finalement, Esther, mais vous avez choisi vraiment de casser les codes. À 23 ans, quand vous êtes en master, vous postez des vidéos sur vos réseaux sociaux où vous êtes contacté par un des plus grands labels de musique classique qui s'appelle Sony Classical et toute fière, vous allez l'annoncer à l'un de vos professeurs de violon et là encore, réponse ahurissante de ce prof. Oui, qui me dit profite parce que la beauté chez les femmes ça ne dure pas. On profite de ce premier album. Effectivement, on est en train de travailler sur le 4e, donc écoute pour l'instant. Vous lui avez donné mais tort. je n'ai pas encore 30 ans. Donc... Alors que les hommes deviennent de plus en plus beaux avec les années. Mais justement, c'est intéressant et dans ce livre, je me suis servi en fait d'anecdotes qui se sont passées dans ma vie de femme moderne, on va dire, pour aller replonger dans l'histoire parce que c'est quand même cette remarque sur en fait le fait d'associer la beauté d'une femme au succès, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et j'ai nommé un professeur, j'ai nommé un ex aussi qui m'avait dit qu'à 35 ans j'aurais 3 rides et plus de carrière et j'ai encore 5 ans et en fait j'en profite pour parler de Clara Schumann dont on la connaît comme étant la femme de Robert Schumann, bien que c'était la star du couple à l'époque. Elle était beaucoup plus connue que lui. Oui, il était même un peu jaloux. Et en fait, quand on analyse sa carrière à elle, on se rend compte qu'elle a eu une carrière dès le début, quand elle était petite, parce qu'elle était virtuose et son père l'a beaucoup poussée. Ensuite, elle a eu 8 enfants. Et ensuite, à 35 ans, quand son mari est mort, Robert Schumann, et ben en fait, c'est
la partie où normalement elle est entre guillemets périmée parce qu'elle a 35 ans, voilà. En fait, c'est la partie la plus longue de sa carrière. Elle va faire une carrière de 35 à 70 ans. Elle va, quand elle meurt, elle est, enfin, l'équivalent d'une millionnaire à l'époque. Elle est ultra connue, c'est une star. Elle a fait des centaines de concerts. Elle est, voilà. Et en fait, c'est pour dire, mais en fait, la plus longue partie de sa carrière, quand on l'analyse, justement, c'est après. Mais en même temps, c'est intéressant cette question du physique et de l'importance que ça peut avoir dans une carrière, parce que, a fortiori, quand on fait un métier public, évidemment que le physique compte aussi. J'imagine vous-même, mais ça n'enlève rien à votre talent, quoi. Voilà, c'est juste ça ce qu'il faut rajouter derrière. J'imagine Audrey Lefebvre, vous-même, ça vous parle, parce que vous êtes une ancienne mannequin. Peut-être que vous vous dites aussi, je serais peut-être pas arrivée à la Maison Blanche si j'avais pas ce physique-là. Oui et non, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé. Ça, on le dit pas beaucoup, mais je faisais quand même entre 800 et 1000 clients par an, ce qui est énorme. Donc des visages, j'en ai fait énormément. J'ai travaillé mon art avec mes pinceaux. Enfin, il y a quand même beaucoup de travail derrière. Oui, le physique, mais il y a aussi le fait que je sois française. Voilà, ça aide. L'image est importante. Aujourd'hui, on vit dans une société où l'image est super importante, mais ce côté sexiste, je l'ai vécu aussi, où moi, à l'inverse, on m'a dit, bah oui, mais bon, si t'as pu approcher ces gens-là, c'est parce que t'as couché. Ah oui, d'accord. Ah bon ? On ne peut pas réussir, une femme ne peut pas réussir juste par son talent. Si. En fait, c'est possible. Non, et c'est malheureux, et je comprends et je compatis. Mais il y a aussi beaucoup de travail, comme Esther, puisqu'on se connaît un petit peu, puis je la suis sur les réseaux aussi. Il y a beaucoup de travail derrière et c'est important de le mentionner. Est-ce que vous arrivez à faire, Esther Abrami, en mélangeant comme ça vos influences du classique aux musiques de film, en passant par la pop? On va en avoir un exemple tout à l'heure avec votre version de Flowers de Miley Cyrus. C'est assez exceptionnel et je trouve que vous arrivez comme ça à populariser en plus votre art. Et je pense que ça fait du bien à tous. Et on va vous écouter dans un instant. Et puis Audrey Lefebvre, je vais revenir à vous parce qu'il y a une histoire qui m'a fait rêver aussi dans votre livre. Le jour où une milliardaire vous a payé avec un chèque en blanc en vous disant mettez le montant que vous voulez, c'est à vous de choisir. Ça m'est jamais arrivé avec la compta d'Europe 1. Je voudrais qu'on en parle dans un instant.